Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Je ne vois aucune différence entre la poésie et le cinéma. Je ne veux pas faire du cinéma industriel pour gagner de l'argent. Le cinéma pour moi est sacré. Il doit servir à quelque chose, à ouvrir notre conscience, à nous unir au passé, au présent et au futur. Pour sauver le monde. Donc une citation en toute modestie de Alejandro Jodorowsky. Ouais, c'est ça qu'il avait prononcé quand il a présenté la Danza de la Realidad à Toronto. Donc assez récemment. Sauf qu'il n'avait pas pu venir, donc il s'est filmé chez lui, en train de dire tout ça, nu. En toute D'accord, simplicité je l'ai aussi, pas vu, mais intéressant. pour d'accord. dénuder son corps et son âme, d'après lui. Voilà. Ok, très bien, très bien. Bah, c'est du Jodo parfaitement attendu, c'est très bien. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit complètement. Et par rapport à ton rapport au cinéma, par rapport à cette citation Bah, moi aussi, j'avoue que dans le cinéma, je recherche... c'est ma pratique d'aujourd'hui, et elle est assez spéciale, puisque je recherche un peu autour des films, des images, donc j'ai peut-être pas le même œil qu'un simple spectateur qui voudrait passer peut-être juste un bon moment, ce qui est déjà énorme. C'est vrai que dans les images, moi je cherche aussi parfois un peu une image qui me sort du film, qui m'emmène ailleurs, qui veut dire quelque chose, peut-être même... on pourrait l'extraire du film, elle aurait encore sa puissance, et peut-être même elle pourrait exister en elle-même. Donc moi, c'est ça qui me fascine dans le cinéma. C'est ces moments, il y en a pas tout le temps, mais ces scènes où on se dit, tiens là, il se passe quelque chose qui dépasse le fait que j'aille voir un film pour me détendre, quoi. Parce que ça réussit à me toucher, ça réussit à m'emmener quelque part, et à m'inspirer aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Le cinéma est capable de nous inspirer, de nous donner envie de faire du cinéma. Et d'ailleurs, Jodorowsky est un des réalisateurs qui, pour moi, donne envie de faire des films, en fait. Alors que, par exemple, quand je regarde un Kubrick, que je vénère plus que tout, j'ai envie de poser ma caméra gentiment en disant bon ben voilà, et Jodo, ça a beau être virtuose aussi, je sais pas, il y a une pulsion de vie, quelque chose de, on sent qu'il s'amuse, qu'il essaie des choses, et que quelque part nous aussi, si on s'y mettait, on pourrait accéder à cette espèce d'alchimie cinématographique, quoi, en gros, de dire je prends des éléments, j'ai une idée et on le joue, et l'image qui va en rester peut être quelque chose qui va parler à des gens, qui va rester dans une forme d'éternité, quoi. Et ça, c'est assez mystique. Bon, c'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est quand même ça que je ressens, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de je prends du bon temps. Alors, tous les films sont pas comme ça. Il y a des films que je regarde, on en parlera, je pense, mais des films que je regarde sans vouloir trop réfléchir, où justement, j'ai pas spécialement envie d'être mystifié, mais plutôt, voilà, que mon œil coule sur des images agréables et satisfaisantes. Voilà, et elles peuvent être de tout type, hein. Ça peut être du film d'action un peu bas du front à un drame ou une bonne comédie. Mais c'est vrai que moi, la mine d'or que j'ai commencé à chercher, c'est dans ces films-là, entre guillemets un peu étranges, avec ça va de Jodorowsky à Lynch, en passant par le film d'horreur. Voilà, il y a dans ces films des choses qui vraiment restent après le film. Je dis toujours qu'il y a des images qu'on pourrait avoir envie d'encadrer, en fait, dans un film, juste faire un photogramme, donc une capture d'écran, comme on dit, et du coup l'encadrer, la mettre chez soi et dire bah ça suffit, quoi. Ce film-là, je le valide rien que pour ce plan, quoi. Ça m'est déjà arrivé vraiment de dire ce film est nul, mais il y a ça dedans, donc il est génial. Et est-ce que pour toi c'est ça, cinéphile, c'est être capable de repérer ces images qui font tout un film ? Ah, alors je sais pas, surtout que bon, je pense qu'il y a autant de cinéphiles que de cinéphilie, et du coup, heureusement qu'il n'existe pas de définition gravée dans le marbre, parce que déjà ce serait dommage. Il y aurait des bons cinéphiles et des mauvais cinéphiles, puis c'est d'ailleurs un débat qu'on voit souvent, des gens qui montent en disant être un bon cinéphile, c'est aimer le cinéma, c'est pas dire aux autres que t'es nul parce que t'aimes pas ça. Et cinéphilie veut toujours un peu dire je suis plus docte que toi dans la matière cinéma, et du coup je suis un peu gêné par ça. Pour moi, n'importe quel gamin de 15 ans qui connaît rien au cinéma peut être complètement ému par quelque chose qui lui tombe dessus, et c'est pas une question de cinéphilie là-dedans, en fait, je pense. Après, voilà, moi, ma façon de faire, elle est plus là-dedans, ouais, dans aller chercher des éléments qui, tous mis côte à côte, vont me dire quelque chose sur l'homme que je recherche ou sur la création, voilà, plus qu'un film où je vais dire ah génial, l'intrigue, à la fin, c'est lui le tueur, c'est ouf. Voilà, enfin, j'ai été longtemps ce genre de cinéphile, et je le suis toujours parfois, mais clairement aujourd'hui je suis dans, comme j'ai plus trop le temps de regarder autant de films que je voudrais, je suis obligé de choisir un peu, en fait, mes combats, comme on dit, quoi. Et du coup, c'est des choses qu'on me recommande, ou alors j'ai vu une image en ligne qui m'a vraiment intrigué, je dis waouh, ça vient d'où ce truc, c'est complètement dingue. Donc vraiment, une image peut me suffire à m'emmener vers un film, et parfois j'y étais que pour cette image, parce qu'au final c'est ça qui me reste. Mais je suis quand même hyper satisfait, mais je suis obligé de choisir, et donc d'aller vers les choses qui ont l'air intrigantes selon mes critères.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons un explorateur des profondeurs artistiques, un vidéaste cherchant à établir d'impossibles listes de films et à provoquer peut-être chez son auditoire un syndrome de Stendhal. C'est aussi un criminologue inachevé et probablement un cinéphile aux goûts obscurs. Bonjour Quentin, ou plutôt Salut. à 236. Ouais. Bonjour à tous les deux. Donc on va commencer par essayer de te dresser un portrait de toi et te demander si tu étais une dentition ou une bouche dans le cinéma, quelle bouche ou quelle dentition tu serais? Alors c'est très facile comme réponse. Je pense que je serais la dent de Tyler Durden dans Fight Club. Donc Tyler Durden qui est joué par Brad Pitt. Et c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois, et à chaque fois que je l'ai vu, j'y ai vu autre chose. J'y ai vu la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu au ciné, ça m'avait vraiment marqué. J'avais je sais pas 18, 20 piges, 22, enfin l'âge un peu où on t'a envie de d'être un peu remué par un truc, d'avoir un film qui te parle à ta génération, etc. Et j'avais trouvé beaucoup de choses dans Fight Club que je trouvais intéressant, la critique de la société de consommation, et puis l'écriture de Fincher à partir d'un bouquin de Palahniuk, c'était de toute façon complètement dingue. On a les deux acteurs qui sont au top de leur carrière à ce moment-là, Brad Pitt et Edward Norton. Donc vraiment c'était un film hyper dingue, même si à la fin j'avais commencé à être dérangé un peu par le propos, parce que du coup c'est un peu une lutte de la société qui se transforme en forme de fascisme. En fait, c'est un peu ça aussi. Le truc, c'est qu'en voulant s'opposer à quelque chose, on peut devenir soi-même une forme de problème. Enfin, pas mal de polémiques en plus. Ouais. Bien sûr, voilà. Mais du coup, quand je l'ai vu la première fois, j'avais pas ce recul-là. J'étais pas vraiment encore cinéphile. J'étais juste de dire, ouais, il y a des scènes tellement bien. La musique des Dust Brothers est incroyable. Enfin, moi, c'est un film que j'ai pris énorme. J'ai pris une claque quand je l'ai vu vraiment le premier soir. Et puis après, à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai remis en cause. J'ai jamais remis en cause sa qualité, ni justement son. Mais voilà. Et cette dent, je la trouve intéressante parce que Brad Pitt, c'est quand même voilà, une image assez. Du beau gosse, même s'il a beaucoup de relief et c'est quelqu'un de, je pense, assez intéressant, il a un peu cette image de beau gosse. Et du coup, dans le film, il a une dent cassée après un combat, je crois, tout simplement. Et donc, plutôt que de mettre un truc numérique il a fait enlever sa dent et il l'a remplacé par une dent cassée. Ensuite, il a remis sa dent, quoi. Du coup, en tout cas, c'est ce que moi j'avais lu de façon assez sérieuse à l'époque, donc c'est à vérifier quand même, hein, attention aux fake news. Mais du coup, il a bel et bien cette dent cassée dans le film et je trouvais ça fort de dire, je vais volontairement. Enfin, c'est un peu moldy quoi, dans le dedans, de dire bon, je la remettrai, tu vois, t'es pas sûr, tu vois. Et puis, lui, c'est un peu, je sais pas, il y a peut-être les assureurs de Brad Pitt, ils ont dû bader, ils ont fait, hey, mec, ton physique, c'est tout ce que t'as, fais pas ça. Et je trouve cette mise en danger, et puis, le fait de dire que il fallait qu'on ressente que c'était une vraie dent, je trouve que voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête, et c'était l'occasion de parler aussi de ce film, que je trouve hyper intéressant, qui dit beaucoup sur aujourd'hui, en fait, aussi, énormément. Il était très annonciateur de beaucoup de choses, je trouve aussi. Et du coup, voilà, c'est la dentition qui m'a peut-être le plus marqué pour l'instant. Waouh. T'as tout dit en très peu de temps. Et si t'étais une musique dans un film, laquelle tu serais? Alors, il y a beaucoup de... C'est une très bonne question. Peut-être que j'aurais voulu vous répondre plein de choses. J'aurais voulu vous parler des Goblins, par exemple, qui est un groupe italien de prog qui a fait tous les films d'Argento. C'est plein de choses que j'adore. Il y a la musique de Donnie Darko aussi. Mais je vais peut-être m'arrêter sur une qui m'a vraiment touché, que je trouve magnifique. C'est The Last Waltz, donc la dernière valse, qui est une des musiques de Old Boy, de Park Chan-wook. Et on l'entend quelques fois dans le film, mais elle est surtout à la fin. Elle ferme le générique. Donc je vais pas spoiler, mais c'est un film très fort avec pareil aussi plein de polémiques, etc. Voilà, je fais jamais dans la facilité, mais il est quand même, c'est une adaptation d'un manga et il est très très intéressant, très émouvant, très il joue avec nos sentiments, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, sans rien révéler, on a l'impression que le réalisateur s'est dit c'est quoi le tabou ultime. Je vais faire en sorte qu'avec ma construction de film, les gens à la fin vont être ok pour ce tabou ultime, alors que si je vous le dis comme ça, tout le monde sera à lever des boucliers. C'est un peu ça le film, c'est-à-dire qu'il arrive à t'emmener dans un espace de pensée qui est pas acceptable, et malgré l'histoire, comment il monte le film, etc. Et ben ça tient quoi, ça marche, et on est soi-même ému par quelque chose dont on devrait être scandalisé. Et je trouve que cette musique, elle arrive à la fin, elle est magnifique, c'est des pizzicatos de cordes, et avec après des violons très lancinants, mais hyper beaux. C'est un air très mélancolique à la fois. Il y a une touche d'espoir, mais il est quand même assez tragique. Enfin, vraiment, c'est un morceau qui du coup vient te cueillir à la fin de ce film complètement fou. Et rien qu'en en parlant, j'ai un peu des frissons et tout. Ou alors c'est la maladie, mais je crois que c'est plutôt les frissons. Vraiment, c'est un morceau magnifique. Vous pouvez l'écouter, toute la BO est géniale, mais celui-là est très très beau. Il fait un peu penser à la musique de In the Mood for Love, un peu dans ce genre de. C'est vrai que c'est un peu In the Mood for Love.
Il y a même presque un côté Joe Hisaishi Château pour le ambulant. château ambulant, Ouais, puisque c'est une vague. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça contraste vachement tout avec la à fait. violence du film, quoi. Tout à fait, mais qui du coup à la fin devient presque, justement, et ça arrive au moment où le film, après beaucoup de violence, est presque assez doux, et vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette musique, et je l'ai écoutée plusieurs fois après, alors qu'elle est assez classique, hein, c'est pas le truc le plus, comment dirais-je, underground, ou je sais pas quoi, il y a des trucs, peut-être que j'aime même encore plus aujourd'hui, mais celle-là vraiment c'est une des fois où je me suis dit, tiens, dans un film, la musique elle apporte quelque chose de vraiment puissant, quoi. Et tu l'écoutes en dehors du film, enfin tu l'as... Ouais, même j'irais même plus loin en disant qu'aujourd'hui j'écoute quasiment plus que de la musique de film. Et est-ce qu'elle fait réapparaître des images du film ou alors elle est complètement devenue autre chose? C'est une bonne question. Alors il y a des musiques, effectivement, quand tu l'écoutes, tu peux pas t'empêcher d'avoir au moins une sorte d'impression fantôme, tu sais, qui reste du film. Mais moi je l'écoute beaucoup pour travailler, donc je vais souvent choisir des musiques qui vont m'emmener dans l'ambiance, entre guillemets, où j'ai envie d'aller en écrivant. Et du coup... c'est typiquement, ça devient la soundtrack de ce que je suis en train de vivre, en fait, entre guillemets. Mais clairement, ça, si je l'aime aussi, c'est parce qu'elle vient d'un film particulier, qu'elle me rappelle quelque part l'ambiance de ce film. Et voilà, donc ça, oui, je l'écoute souvent en dehors. Ouais. Et pourquoi il est particulier pour toi, Oldboy? Ça, C'est quand même hyper trash. Ouais, bah en fait, c'est vraiment. Déjà parce que c'est cinéma coréen, quoi. Ils sont très très forts. Je trouve qu'ils ont un esthétisme. Ils sont capables de faire 10 films en un. C'est-à-dire que c'est à la fois une comédie, un drame, un rape and revenge, tout en étant. C'est un thriller. C'est vraiment. Ils sont très forts, je trouve. Et puis c'est un pays que j'avais eu la chance d'aller visiter. Donc je sais pas, ça m'avait parlé. Et je sais pas, Park Chan-wook, j'aimais bien le fait qu'il ait une trilogie de la vengeance. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Mais alors pourquoi est-ce que Oldboy m'a plu? Ben, je pense parce que j'aime bien quand un film me met hors de ma zone de confort, en fait. Et qu'il arrive quand même à la fin à me faire dire ah ouais, ben, c'est quand même bien que ça existe. Parce que, c'est très compliqué, mon avis peut changer sur des films. Il y a 10 ans, tu peux dire ouais, génial. Et puis 10 ans après, tu fais comment j'ai pu aimer cette daube. Mais disons qu'Oldboy, je valide en rien certaines choses qui sont dites dans le film. Mais je pense que tant que l'intention du réalisateur reste entre guillemets assez saine et que le but c'est pas de te vendre un truc hyper malsain, ce que j'ai pas ressenti dans Oldboy, j'ai juste senti voilà un tour de force de cinéma, une histoire qu'il a pas inventée, hein, ça vient d'un manga, donc je veux dire, en soi c'est pas non plus lui qui a voulu inventer cette histoire. Et en même temps, ouais, j'aime bien quand un film me met vraiment dans un état de pensée qui est très compliqué, et pour autant par la force du cinéma t'arrives à dire bah ouais ça tient, et j'ai envie de connaître cette histoire jusqu'au bout, alors même qu'en temps normal j'aurais pas. Et donc ça c'est une des forces du cinéma, quoi, d'arriver de t'emmener dans un espace-temps où bah, tu es capable d'abstraire certaines choses et de te dire bon bah ça je le vois comme un film avec le recul qu'il faut, etc. Mais le film est magnifique, quoi. Et c'est ça le pire, en fait. C'est là où il est très fort. Donc celles et ceux qui ne l'ont pas vu, foncez voir Oldboy si vous êtes bien accrochés, etc. Mais puis le moral du film est génial. Il y a plein de trucs trop bien sur. Voilà. C'est une très bonne transition parce que tu parlais d'autres espaces-temps. Ouais. Donc là, on va passer à la deuxième partie de ton portrait qui est liée aux circonstances de visionnage et aux sensations physiques aussi que tu peux ressentir devant un film. Et alors, à la première question, c'est-à-dire une séance de cinéma dont tu te souviens, notamment physiquement, tu as répondu soit Enter the Void de Gaspard Noé, pour le côté agréable, soit... Enfin, agréable, je te dirais, oui, c'est mal expliqué comme ça. Mais, c'est moi qui l'ai mal expliqué. C'est un film de Gaspard Noé, donc agréable, c'est voilà, tout relatif. C'était plus, ouais, ça m'a provoqué une émotion qui était intéressante, mais le film a été... Et par contraste, t'as aussi proposé Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Ah yes. Bah, je vais vous expliquer les deux. Exactement. Alors, j'ai commencé par Sixième Sens. J'étais jeune et j'avais retrouvé des amis. C'était le film qu'il fallait aller voir. Tout le monde disait qu'il y avait un twist de ouf. Enfin, c'était la grande époque du film à twist et tout. Et bon, Sixième Sens, c'était un événement. Du coup, je m'étais déjà fait spoiler Seven quelques années avant, donc je me suis laissé mon tour cette fois-ci. Voilà. Et puis je retrouve des amis d'amis, c'était même pas des gens que je connaissais bien, ils étaient tous en train de boire une pinte. Alors moi, je bois pas d'alcool, mais pour faire genre, je prends une pinte aussi, donc du coup, je bois le truc. Et puis ils vont tous au ciné. Moi, j'ai été le seul à avoir acheté ma place, mais eux, ce sont même des derniers moments pour faire on l'achètera. Sauf que c'était blindé, il n'y avait plus de place, donc j'étais tout seul bourré avec ma place. Et je me suis assis dans le cinéma et j'étais vraiment pas bien, quoi. Et du coup, j'allais faire pipi toutes les 10 minutes en dérangeant toute ma rangée, enfin, c'était l'horreur. Et éclair de génie, j'ai capté le twist au bout d'une demi-heure, quoi. Je sais pas pourquoi, mon corps a quand même réussi à trouver ça. Et du coup, je me suis ennuyé, et puis j'étais pas bien. Enfin, c'est vraiment le pire cauchemar, si tu veux, pour le coup physique. J'étais vraiment pas bien, je voulais être ailleurs qu'au ciné à ce moment-là. Alors même que, pour l'avoir vu après, c'est un bon film, quoi. J'ai rien contre, mais voilà, j'étais vraiment pas bien. Et l'autre, c'est Enter the Void. Alors là, c'est différent, je l'ai vu 2 fois au ciné.
Il dure quand même 2h15, je crois, ou 2h40, enfin, donc, voilà. Long, ouais. Mais je l'avais été le voir d'abord une fois pour moi et après avec quelqu'un d'autre, donc c'était cette deuxième fois. Donc je connaissais bien le film, et en fait il y a des moments dans le film où donc c'est l'histoire de quelqu'un qui meurt et c'est son âme qui devient la caméra, en gros. C'est-à-dire que l'âme s'échappe du corps et elle se déplace dans la ville, et il n'y a pas de cut, c'est-à-dire que enfin quasiment pas de cut, c'est-à-dire que si par exemple on est ici et que mon âme s'envole et que je dois aller à 1 kilomètre, ben on voit la caméra faire 1 kilomètre en traversant les maisons avec des gens qui sont chez eux. Enfin c'est un concept assez... C'est avec le côté immersif que... Ouais, c'est très très barré, mais du coup, donc et il y a un moment où pour quand même gagner un peu du temps, parce que c'est compliqué, des fois l'âme rentre dans une lumière. Je sais pas, par exemple une lumière dans la cuisine, t'as une petite lampe, donc l'âme, la caméra rentre dans cette lumière, ça devient blanc pendant 2 minutes. C'est long, 2 minutes au cinéma. Et c'est en mode strobo ultra vénère. Donc 2 minutes de stroboscope complètement dingue, et à la fin des 2 minutes, ça ressort par une autre lampe qui est beaucoup plus loin. Donc du coup, ça lui permet de passer d'une scène à une autre. Sauf que là, t'as quand même 2 minutes de strobo au cinéma, donc je sais pas si vous arrivez à vous... Et du coup, donc moi j'étais là, ah, yes, ouais. Et puis du coup, je regardais les gens, et là je voyais des gens, mais alors je peux pas vous le mimer, mais ils étaient terrés au fond de leur siège, il y en a qui se levaient, qui se barraient, enfin, c'était genre... ce genre de moment où le cinéma fait une décision un peu expérimentale forte, quoi, et du coup, bah, pour des gens qui viennent voir un film classique, ils s'attendent pas à ça. Et puis je pense qu'il y a des gens qui étaient, ça se trouve, épileptiques. Enfin, c'était vraiment très très bizarre, quoi. Un moment où le film, du coup, j'avais l'impression de voir une expérience scientifique de la CIA, tu vois, qui mettait des gens, qui leur envoyait des ondes pour voir ce que ça faisait. Enfin, j'étais complètement hors du film, et ça devenait une espèce de happening, en fait, qui était très intéressant, et où voilà, des gens se levaient, d'autres gueulaient, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis d'autres étaient à fond, genre voilà, et moi j'étais là en train de regarder, amuser la réaction des gens face à quelque chose qu'en plus moi j'avais déjà vu. Donc ça fait partie des 2 séances où vraiment je m'en souviens un peu physiquement, quoi. C'était vraiment lié à autre chose que l'expérience filmique, entre guillemets. Et de façon un peu plus générale, la séance de cinéma comme événement, ou la salle, c'est important quand même pour toi encore ou... Alors, comment dire ça? Bon, j'espère que le FBI viendra pas vous embêter, mais moi j'ai téléchargé pendant 15 ans parce que j'avais 0 thune, et puis que j'étais dans ma vie, tu vois... un peu underground, j'étais pas en mode ciné, tu vois, mais j'adorais le cinéma, mais beaucoup de choses aussi qui sortaient pas en France, des vieux trucs, des raretés, des trucs un peu bizarros. Donc en fait, mon téléchargement, il était pas, si j'avais pu acheter, j'aurais acheté. C'est juste que là, ça existait pas en France, et que j'avais pas de thunes, et que je me disais Spielberg va s'en sortir si je télécharge son film. Bon, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec ça. Par contre, aujourd'hui, j'ai été voir Les Garçons Sauvages en salle, et pour moi c'est essentiel d'y aller. Enfin, il faut avoir aussi donc je suis pas pro téléchargement, mais voilà, pendant très longtemps, moi le ciné c'était dans mon lit à 2h du mat avec mon ordi. Enfin, et en fait moi j'ai une super capacité d'abstraction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je regarde beaucoup sur un portable avant de m'endormir. C'est principalement là où je regarde des trucs. Donc c'est un écran qui fait je sais pas 8 par 10, et moi je suis comme au ciné, en fait j'ai vraiment aucune... Ça se passe dans ma tête, quoi. Si je vois l'image, les signaux sont envoyés, je le vis à fond. Alors évidemment, quand je suis en IMAX, voir un truc, bah oui, je kiffe. Mais c'est pas un truc, si tu veux, qui est obligatoire. Moi, personnellement, c'est pas... moi, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qui provoque comme émotion, etc. Alors oui, c'est un accélérateur d'être avec le Dolby Surround et tout, mais pour moi, c'est pas indispensable pour aimer un film. Puis tout le monde n'a pas la thune d'aller au ciné. Heureusement qu'on a d'autres moyens de les voir et de les faire vivre, ces films, et voilà, quoi. Donc, oui, c'est vrai que l'essentiel étant qu'ils soient vus quand même. Autre circonstance liée à la météo, on t'a demandé est-ce que tu souhaitais regarder par temps humide. Ouais, bonne question. Et alors j'avais répondu quoi? Et bah t'avais répondu Mad Max Fury Road. Ah bah oui, c'est ça, le pour, dernier de George Miller. Pour du coup déjà avoir toute cette chaleur, tu vois, un petit peu de sable, le côté farniente, quoi. Mais non, pourquoi alors celui-là? Parce que du coup c'est un des films que j'ai été voir au ciné récemment. Et je suis pas du tout, je suis pas très film d'action. J'aime bien les films des années 80 avec des personnages en couleur où ça part dans tous les sens. Mais donc le film d'action pur avec des voitures et de la poussière et des trucs qui explosent. Si j'ai vu aucun Fast and Furious par exemple, ça m'attire pas du tout. Alors même s'il paraît que c'est assez méta et un peu débilos, c'est que certains sont rigolos à regarder, donc je dis pas que c'est nul. J'ai juste clairement ça m'intéresse pas du tout, des mecs en caisse et des... Zéro. Et pourtant, mais c'est là où le réalisateur de Babe entre en scène, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, non, il y a un génie dans ce film, un génie de la démesure, un génie où en fait il arrive à emmener un postulat, à dire ouais, c'est des gens qui se coursent, d'en faire, je sais pas, l'apocalypse, quoi. Et vraiment, il y a du George Martin, c'est un peintre génial qui fait des espèces d'univers, voilà, un peu apocalyptiques. T'as l'impression de voir des tableaux dans ce film, en fait. Et puis je trouve qu'au tout début du film il y a aussi une phase hyper intéressante avec une espèce de figure matricielle qui donne de l'eau et de lait avec tous les gens qui sont affamés avec des volants. Enfin, vous voyez, ce côté tribal en fait de la misère. Puis moi j'adore les trucs il y a des créatures un peu monstrueuses, un peu bizarres. Moi j'étais à fond dedans parce que le premier Mad Max avec Mel Gibson en cuir dans le désert, c'était cool, mais c'était un peu
un peu vide pour moi. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs un peu à la Jodorowsky. Enfin, j'ai vraiment un peu pensé à Jodorowsky au début de Mad Max. Je me suis dit, waouh, ils sont partis dans un truc. Ou à Del Toro quand il fait des trucs et qui se lâche un peu, quoi. Et là, je sais pas, en voyant le film, il est vraiment génial, quoi. C'est un pur plaisir pour le coup de cinéma, enfin de mise en scène même, ouais, de spectateur, je pense. Enfin, t'es là, ouais. on était scotché. Il y avait vraiment un côté pour le coup, ça c'est vraiment génial de le voir au cinéma. C'est incroyable. Ouais. Et il t'emmène dans autre chose que waouh, ça a explosé, c'est trop cool. Enfin, il y avait vraiment un côté. Okay. Ah bah c'est presque expérimental. Enfin, ouais, et faire ça avec un film de course de caisse, c'est fort, quoi. Je trouve, il y a vraiment. Et puis du coup, ça réchauffe, quoi. Donc, ça réchauffe, et t'avais dit quelque chose qui m'a fait rire, que t'avais enfin un film de désert préféré. Ouais, mais alors, pour en avoir revu quelques séquences pour préparer ça, en fait, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est très très. Enfin, il y a une sécheresse qui semble même contaminer le scénario et la mise en scène. Enfin, il y a de la poussière effectivement partout. Je me souvenais pas, mais au début du film, dès le début, pour le peuple, enfin la plèbe, qui vit vraiment dans la misère, il est question qu'ils ne deviennent pas accros à l'eau. Parce que sinon, on sait pas ce qui pourrait se passer. Enfin, c'est complètement. C'est des super bonnes idées, tu vois, qui arrivent à planter quelque chose de sec, ouais, mais dans le bon sens du terme. On a enlevé un peu tout ce qui était. Superficiel. Ouais, fioriture, voilà, tout le, ah oui, le gloss. Et là, ça va à l'essentiel, quoi. Soyez témoins. C'est ça. Ah non, c'est trop bien. Après, je sais pas si pour toi c'est important quand il pleut de voir ce genre de film, alors que quand il fait très beau de voir plutôt des films où ça pleut. Non, en vrai, j'ai après j'aurais même pu te dire que quand il pleut, t'as envie de regarder un film un peu feel good, un truc un peu de l'enfance. Enfin, on avait tous, je pense qu'on a tous expérimenté ce côté, il pleut dehors et nous on est au chaud. Il y a quelque chose d'hyper agréable là-dedans. Donc j'ai choisi le côté sécheresse. Hein, c'était un peu basique, mais en vrai. Un soir un peu de déprime où il pleuvrait dehors et où toi t'es chez toi, bah je me ferais un truc genre Maman j'ai raté l'avion, tu vois, le truc qui te ramène direct dans les bons beaux, comme on dit, les bons bails. Vraiment ça j'adore, quoi. Il y a dans ce côté un peu Amblin des productions de l'époque, un peu Spielberg et tout, les Goonies, tout ça. Enfin moi tu me mates ça. Je les ai pas vus à l'époque d'ailleurs parce que j'avais pas trop le droit de regarder des trucs comme ça, mais je les ai rattrapés après en revivant mon enfance par procuration. Et du coup je me replonge dans l'enfance que j'ai pas vue. C'est stylé. J'aime bien. Bah, on va un petit peu changer de registre et passer à tout ce qui est lié au sommeil. Ouais. Et à la mémoire aussi, à la façon dont tu te souviens des films que tu as vus le soir, par exemple. Et alors à la question, y a-t-il un film qui ne doit être vu qu'au cœur de la nuit et jamais en plein jour? Donc tu as répondu La Nuit des Morts Vivants, donc de Romero. Ça paraît encore une vieille blague, parce qu'il y avait Nuit dans le titre, mais ouais, carrément. Mais ça marche quand même. Et L'Exorciste, alors, de Friedkin, du coup. Le premier truc, pourquoi j'ai dit La Nuit des Morts Vivants, c'est un peu une blague et pas tellement une blague, c'est que il y a vraiment cette idée de... quand tu regardes un film, le regarder de jour, si là on se mettait un film d'horreur avec la fenêtre, parce qu'il fait jour, voilà, donc il fait beau même. Si on se mettait un film d'horreur en laissant la fenêtre ouverte, bah on pourrait flipper si on se mettait dedans, mais je sais pas, il y a comme s'il fallait une ambiance, quand même, un espèce de contexte dans lequel regarder ce film. Et c'est vrai que la nuit, on va pas... la nuit est un univers tellement riche, à la fois en magie, mais aussi en terreur. Dès l'instant où le réel disparaît, en fait, notre imagination a une page noire, enfin une page blanche dans laquelle elle peut imaginer tout ce qu'elle veut. Et je pense que d'être dans presque une situation un peu d'insécurité, dans le noir, du coup, c'est le contexte idéal pour regarder un film qui est censé te le faire ressentir. Si du coup t'allumes tout, t'es hyper assuré, t'es avec un spot et tout, bah t'as toujours un qui va rigoler au premier jumpscare. Enfin, si vraiment tu veux aussi, je pense, profiter d'un film d'horreur, il faut quand même être dans une certaine nuit. Même s'il fait jour dehors, tu fermes tes volets, tu fais silence, tu te mets dedans, quoi. Et du coup, et puis alors L'Exorciste, c'est plus pour parler quand même c'est pas mon film d'horreur préféré, mais c'est un des films où vraiment qui m'a... Parce que moi j'ai eu une éducation judéo-chrétienne avant de pouvoir m'enfuir, mais du coup j'ai quand même été très loin, j'ai eu ma confirmation, tout ça, j'étais que dans des bahuts catholiques, privés et tout, j'en ai beaucoup souffert, et du coup L'Exorciste, ça a à la fois... attirer le jeune sataniste que j'essayais de devenir, voilà, pour me sortir de ça, et en même temps j'avais mon côté petit cateau complètement effrayé par l'idée du démon. C'était un peu ce truc, donc c'est un film qui remue en moi des trucs, genre c'est trop cool un film d'horreur, et en même temps bordel c'est tellement badant, donc maintenant je ne crois plus au diable, donc voilà, mais ça reste un excellent film avec 2-3 scènes géniales. Par exemple, une des plus terrifiantes bizarrement dans le film, pour moi, c'est celle où elle descend en plein repas de famille de sa mère, qui est avec plein d'amis, elle se met à pisser au milieu du salon sans prévenir, comme ça. Et je trouve il y a un truc là-dedans vraiment un peu terrifiant, de ça pourrait arriver et tout le monde serait hyper gêné et tout. Alors que bon, j'adore le côté monstre quand elle crache du vomi et tout, ça marche très bien aussi. Mais il y a un truc dans le film comme ça de quelque chose qui s'effrite et qui devient hyper flippant et qui part du quotidien.
Et puis, ce qui est génial, c'est que la possession, tu sais pas si elle est genre juste psychotique ou si elle est vraiment possédée. Enfin, il y a un côté comme ça, c'est un peu le mal parfait parce que il est invisible. T'as un curé qui vient de dire en plus il est là, oui. Donc tu vois la pauvre mère, même si elle était pas du tout possédée, elle sera à fond. Donc je trouve que voilà ce film, puis c'est Friedkin quoi. En plus, il y a voilà. Donc c'est un film qui m'a vraiment bien marqué, aussi dans le fantasme que j'en ai eu avant de le voir, parce que c'était le film où on te disait qu'il y avait des gens qui s'étaient évanouis pendant les projections, qu'il y avait eu des scènes coupées, parce que machin. Donc voilà, un film qui fait scandale à l'époque sur ces questions-là. Après, juste paradoxalement, par rapport à ces films d'horreur, du coup, je me demande ce que tu penses, parce qu'il y a certains films d'horreur qui, pour moi, sont vraiment des films d'horreur, non pas nocturnes, mais diurnes, comme Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Bah, merci de le citer, parce que je voulais te le citer tout à l'heure. Le génie de la fin de Massacre à la tronçonneuse, c'est pas un spoil parce que bon. Tu peux spoiler, hein. On peut pas parler des choses si on. Non, voilà, mais en l'occurrence, c'est pas, je révèle l'intrigue, mais le dernier plan du film, c'est Leatherface, du coup, qui est le tueur avec un visage cousu avec la peau de ses victimes, donc c'est quand même un délire. Il est en costard, je crois, si je me trompe pas. Il est au soleil. Avec ça. Voilà, la jeune actrice, la final girl, comme on dit, a réussi à s'enfuir. Et la pauvre, on sent qu'elle va mettre des années à s'en remettre, qu'elle est complètement tétanisée et folle. Et ce qui est normal, elle sort de l'enfer. Et le dernier plan, c'est donc la chaleur. Tu sais que sur les routes, on voit un peu le flou là, à cause de la chaleur qu'il y a sur le bitume. Et lui qui apparaît un peu dans cette espèce de flou et qui danse, qui donne des coups dans le vide, en fait, et il fait plein cagnard. Et ce plan, t'as tout à fait raison. Pour moi, c'est la première fois que je me suis dit, oh bordel, trop fort. Il a réussi à nous faire encore plus peur parce qu'il fait jour. Et donc t'en as des films comme ça aujourd'hui, c'est un truc qui s'est un peu développé, mais même ces films qui se passent de jour, c'est mieux de le voir de nuit, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Mais clairement, Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué en me disant waouh, c'est vraiment fort, il arrive à sortir de ce côté, la nuit, le monstre, le fantôme, le vampire, tout arrive la nuit, quoi, dans les films d'horreur. Et là, lui, il te met en fait finalement dans le réel, quoi. Il te montre que ce monstre un peu mythique qui te coursait la nuit, bah, le jour il est toujours là et il est encore plus flippant, quoi. C'est ce qui et rend ça, encore vraiment plus effrayant, justement. Alors il faut savoir qu'il pensait faire une comédie quand même, Toby Hooper, en faisant le film. Donc il appelait tous les jours le comité de censure pour savoir si ça passait ou pas. Donc je pense qu'ils ont halluciné quand ils ont vu le film. Ils pensaient lui faire une espèce de comédie noire un peu, pas du tout un des films les plus traumatisants des années 70. Alors que effectivement c'est quand même. Non, c'est un film de dingue. Et du coup bah là on va rester dans la nuit avec tes insomnies. Ouais. Parce que tu parles souvent d'insomnie quand même, j'ai l'impression. Ouais, alors insomnie, c'est pas un bon terme parce qu'insomnie pour moi c'est les gens qui voudraient dormir et qui arrivent pas. D'accord. Moi je kiffe. Je veux pas dormir, ouais, c'est ça. Exactement. Et en même temps, t'aimes assez, quand tu fais ce qu'on ne peut plus appeler des insomnies, du coup, t'aimes bien regarder des films assez mauvais, quoi. Comme tu dis, des boosts de SF récentes, comme alors, Aquaman c'est ça. de James Wan. Alors, en plus, je suis méchant avec Aquaman parce que je l'ai pas vu et que je l'ai téléchargé. Et du coup, je vais pouvoir le regarder. Et en plus, le pire, c'est que je suis sûr qu'il va y avoir 2-3 trucs qui vont me faire kiffer dedans parce que ça se passe sous l'eau. En fait, c'est ça. J'ai pas forcément envie de regarder des films mauvais. La question, c'était plutôt quand t'as envie. Enfin, dans ces moments-là, si je cherchais le sommeil, c'était un peu ça l'idée. Si vraiment je me dis, bon, allez, là, il est 4h du mat, demain tu vas galérer. Le mieux pour s'endormir, c'est un film, voilà, typiquement l'idée que je me fais d'Aquaman, ça va être un peu pourritos, ça va être un peu kitsch, ça va durer beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. En mode automatique. Mais il va y avoir plein de thunes, des gens qui bossent bien, et du coup, ça va être hyper plaisant à regarder. Je vais voir des mecs virevolter dans l'eau au milieu de sirènes et de paysages kitsch en mode snorkies de l'enfer. Et je vais m'endormir là-dedans comme un bébé, tu vois. Je vais faire ok. Tu vois, ce sera pas assez fort pour me retenir, et ce sera pas assez mauvais pour que je coupe en disant, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc il y a quand même une qualité, c'est celui de éteindre un peu ton cerveau, quoi. Mais je dis pas que c'est nul, enfin, j'ai pas du tout envie de passer pour le gars méprisant pour qui il y aura un bon cinéma ou je sais pas quoi. Mais bon, voilà, moi ce que je critique plus, c'est le manque de créativité parfois. Oui, voilà, c'est ce que tu disais que ça t'endort un peu. Voilà, alors je vais pas parler d'Aquaman parce qu'elle a l'air assez foufou. Rien qu'en voyant la bande-annonce, tu sens qu'ils sont partis assez loin, qu'ils ont voulu faire un truc un peu drôle. Des dauphins, Voilà, bon, déjà, avec ce genre de promesses, je vais vraiment pas critiquer, mais je pourrais critiquer tous les autres du Marvel Cinematic Universe, ils me font tous le même effet, alors peut-être que celui-là sera différent, mais bon, c'est bien pour s'endormir, quoi. Voilà, c'est pas très cool ce que je dis, mais moi je trouve ça, voilà, c'est pas assez bien pour être nul, pas assez nul pour être bien. Est-ce qu'il y a un film dont tu te souviens, dont tu ne te souviens pas, à l'exception d'une chose, d'un détail, d'un truc qui t'a marqué dans le film et qui t'a pas pu en décrocher? Bah écoute, il y a eu ça pour notamment Dark Crystal, qui est un film il y a une histoire un peu marrante vis-à-vis de ça, c'est que on vivait en Normandie et mes parents, ils étaient pas anti-tout, mais ils voulaient pas qu'on passe notre temps devant la télé. Ils préféraient qu'on fasse de la musique, qu'on fasse du sport, ils étaient prêts à nous payer tout ce qu'on voulait comme activité, mais bon voilà, aller nous coller devant la télé, pour eux c'était pas être des bons parents, blablabla, alors qu'ils ont tort, ils auraient évidemment dû me coller devant des trucs débiles, mais bon. Du coup ils lisaient Télérama,
Et Télérama avait une notification, une classification des films qui s'appelle Chrétien, enfin c'est Chrétien Média qui faisait ça, et c'était un truc qui était censé dire, déjà donner des notes. Donc il y a le must pour Télérama, c'est 3T. Si t'as 3T dans Télérama, c'est méga classe. Et du coup, eux, dès qu'ils ont vu un truc genre 3T, Télérama pour les gamins à 11h du mat, ils ont fait, allez, pour une fois on va le mettre dedans. Donc moi j'étais là, wow, les parents ils me disent, regardez un truc, c'est ouf. Et là c'était Dark Crystal. Mais j'étais vraiment petit, donc du coup je m'en souviens pas trop. Il y a juste une scène qui m'a traumatisé. Il y a une sorcière dedans, un peu avec une vieille tête de vieux poisson et tout. Et à un moment, elle a besoin de voir un truc qui est pas accessible pour sa hauteur. Donc elle enlève son œil, voilà, et elle regarde avec sa main comme ça et elle déplace son œil. Moi j'étais là genre, wow, mes parents m'ont demandé de regarder ça, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ça m'avait d'autant plus choqué qu'ils m'avaient dit, regarde ça, il paraît que c'est génial. Alors je me souviens pas de grand chose du film. Alors, comme le film est culte, j'ai revu plein d'images après et tout, mais je l'ai encore jamais revu en fait, vraiment. Et je garde juste, je me souviens un peu des Skeksis, qu'il y avait des oiseaux et des héros et tout, mais j'ai vraiment que cette image-là qui est restée fixe depuis ces années-là, donc voilà. Mais c'est marrant parce que moi je l'ai vu donc pour préparer cet entretien. Il n'y a pas ça dans le film? Non, si, il y a ça. Tu l'as rêvé, mon gars. C'est marrant parce que tu dis de la merde. Non, pas du tout. Il y a bien ça, mais en fait, on voit d'abord son œil, parce que c'est le héros qui est emprisonné dans les lianes, et en fait, lui il voit son œil en départ, et ensuite peu à peu tu découvres le personnage et elle le remet à la fin, d'accord. Okay, et en fait elle en a qu'un, donc c'est assez marrant que... Ah ouais, bah non, ok, d'accord, je me souviens pas de détails là, mais ok, donc je l'ai vu à l'envers, mais c'est ça. Okay. Et elle le refait plusieurs fois durant le film, à un moment elle pose son œil sur la table pour pouvoir regarder. Mais quelle idée géniale, quoi. Et juste pour recontextualiser, c'est les créateurs des Muppet Show qui... Ouais, c'est Frank Oz, c'est ça, Frank Oz, Jim Henson. Frank Oz et Jim Henson, voilà. Ouais. Et c'est surtout Jim Henson qui est... Et c'est marrant aussi parce que ça va rebondir sur la carte blanche qu'on va te faire juste là, mais dans Dark Crystal il y a je sais pas si dans les méandres de ton esprit t'en as le souvenir, mais il y a vraiment toute lui il a créé la forêt de toutes parts, etc. Et t'as un côté hyper Les Garçons Sauvages. Ah ouais. Dans le côté hyper foisonnant, baroque, et qui se dévore un peu entre eux dans la forêt. Ah génial, bah, faut que je le vois. Oui, c'est très une faune organique un peu étrange. Et... Ouais, okay, mais c'est hyper bien rendu. Et donc, on l'a probablement vu. Voilà. Et vu qu'on avait les deux, moi, ça m'a vraiment fait des connexions. Ah, c'est marrant, c'est vrai que oui. J'ai revu des images, d'ailleurs, c'était assez fou parce qu'ils avaient dû avoir 3 mètres sous le décor pour pouvoir en fait se mettre en dessous et animer. Enfin, ils avaient fait ça pour Yoda, je crois que c'est Jim Henson qui a animé Yoda aussi. Et du coup, c'est des plateaux complètement fous avec plein de mecs qui animent des trucs et tout. Enfin, c'est complètement génial. Mais c'est marrant, oui, le parallèle, je suis assez d'accord. Il y a un peu ce même type d'enchantement de façon dans les deux films. Alors, pas pour servir les mêmes univers, mais complètement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va passer à la carte blanche. Yes. Alors, tu t'hésitais entre raconter une scène de Society de Brian Yuzna, qui est un film parce que de la fin des années 80. C'était de raconter un peu une scène qui, du coup, avec par le son, comme si par les sens. C'est ça, par les sens. Donc t'hésitais entre celle-là et Les Garçons Sauvages. Il faut pas hésiter, dans la vie, il faut faire les deux. Donc du coup, on va faire les deux, voilà. Mais en gros, Society, c'est un film de Brian Yuzna qui est pas un grand film, mais il a un final. C'est un film qui se tient bien, mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune qui se retrouve dans une famille un peu de la haute société, et du coup, il se rend compte qu'il y a des choses bizarres dans sa famille, il y a des trucs qu'il sait pas, etc. Jusqu'à ce que il se rend compte qu'il y a des espèces de, pas des messes noires, mais des trucs un peu cachés, quoi, et sa famille fait des trucs assez horribles. Et donc, à la fin du film, il découvre ce que c'est, et en fait, ils font des espèces de partouzes, je sais pas comment le dire autrement, enfin des orgies, des orgies. Où en fait tout le monde devient une espèce de blob de chair, donc en gros t'as une espèce de flaque humaine et t'as des gens qui sortent par les orifices, c'est complètement fou quoi ce film. Et cette scène, ça fait partie typiquement des films où le film est pas ouf, mais cette scène elle rentre dans l'histoire du cinéma automatiquement, elle est absolument... C'est un tableau pour toi. C'est absolument abject, mais en même temps, il y a une espèce de liberté. Enfin, moi, j'adore quand tu vois des choses et que tu dis « Waouh, mais ils sont partis super loin. » Enfin, moi, j'avais des limites, eux, ils s'en foutent, en fait. Voilà, alors, il y a des limites à pas franchir, entendons-nous bien. Il y a des tabous que enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai mes limites, bien sûr, morales et tout, mais quand c'est créatif et que personne n'a été blessé ou mis à mal, si tu veux, dans la scène, ça va être ça, ma limite, moi. Tu vois, des gens qui ont fait jouer des trucs trop jeunes, des gens qui font des trucs qu'ils avaient pas envie, on leur fait faire ça. Enfin, il y a plein de problèmes dans le cinéma. Hein. Le dernier Tango à Paris, tu vois, on a un bon exemple. Ce genre de truc, moi, je cautionne 0. Donc, du coup, il n'y a pas de « Ah, trop cool, les gars, vous avez été trop loin. » Non, vous avez fait de la merde. Par contre,
En termes de création, faire une gigantesque orgie avec plein de gens qui sortent par des anus, ça me pose pas de problème. Allez le voir, vous pouvez taper Society Ending sur YouTube. C'est surtout qu'il est ressorti dans une très belle édition DVD. Justement, ouais, le DVD est trop classe avec de la chair partout. C'est un peu l'orgie finale qui est en packaging et tout. Mais vraiment, ouais, c'est un film. Et là, pour le coup, au niveau des sens, c'est comme quand je regarde des films avec les araignées, je me gratte, quoi. Tu vois, il y a toujours ça. Je déteste les araignées. En fonction de tes sens, parce qu'elle est très si tu veux, physique, effectivement. T'as un côté qui est un peu à la fois un peu excitant, parce que, enfin, bizarrement, en fait, ton corps a pas envie, mais tu te dis, ouais, t'as plein de gens qui ont l'air de prendre du plaisir, tu vois, ils sont dans un truc qui nous, enfin, on trouve ça abject, parce que c'est très gluant, tu sais pas si c'est du liquide ou autre chose, enfin bref, c'est très très malaisant, et en même temps, ils sont tous en énorme kiff, et ils disent, oh gars, viens nous rejoindre, tu vois, enfin, il y a un truc... Ouais, cette scène, elle est... Après, je l'ai pas forcément... Ouais, tu te demandes presque les odeurs. T'as presque l'impression de voir des odeurs alors qu'il n'y a pas d'odeur. T'as vraiment quelque chose de dégueulasse et en même temps tellement cathartique dans cette scène, tellement artistique en fait aussi. Un truc que t'as jamais vu, quoi. C'est assez rare les choses que t'as jamais vues. Et du coup, ouais, voilà, surtout qu'en plus, c'est suintant, c'est grouillant, c'est complètement... Ouais, c'est fou. Voyez ce truc, c'est très très bien. Et l'autre, alors, pour aller vite, c'était... Non, vas-y, prends ton temps. Pour aller pas trop vite, du coup, c'est Les Garçons Sauvages, que j'ai eu la chance de découvrir. L'histoire était belle aussi, c'est qu'il y avait Bertrand Mandico, qui est le réalisateur du film, avait organisé une double séance où il voulait diffuser Les Diables de Ken Russell, qui est un film excellent, si vous pouvez aller voir ça, mais que la Fox ou la Warner, je crois que c'est la Warner, ne veut toujours pas sortir 30 ans après, parce que... Non, il y a des problèmes de droit très difficiles à... Et ouais, il y a aussi des questions d'orgie dans des églises, tout ça, des crucifix qui sont pas à leur place, enfin tout un tas de trucs qui, du coup, posent problème, je pense, à la boîte d'édition, mais c'est très dommage, parce que c'est un film de Ken Russell qui est un génie, qui a fait aussi... Altered States, qui est enfin, ces deux films-là sont dans mon top 10, quoi. C'est pour dire c'est rare les mecs qui ont deux films dans mon top 10, mais allez voir absolument Ken Russell, Les Diables et Altered States. Et donc moi j'y allais d'abord un peu pour Les Diables, et puis j'avais vu que c'était avec Bertrand Mandico, que tout le monde en disait du bien, qui faisait des trucs un peu fantastiques, un peu sexuels, ouf et tout, donc je dis bah ok, on va aller voir. Et ce qu'il y a de... Ça c'est attrait à la cinéphilie, c'est la première fois que j'ai vu une bande-annonce qui me disait rien sur le film tout en me faisant méga envie. C'est-à-dire que la bande-annonce, elle m'a méga saucé d'aller voir le film. Alors que d'habitude, c'est toujours un peu... Enfin, soit ça m'envoie ce que je m'attendais, bon, une BO Star Wars, machin et tout, soit bah, on te montre tout le film, en fait, les 3/4 du film jusqu'au nœud dramatique final. Est-ce qu'il va devenir... Donc moi, ça me... Et là, le film, il est... Enfin, la bande-annonce, elle est folle, quoi. Allez la voir, du coup, si vous pouvez. Elle m'a juste... elle racontera, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on voit juste des images où on fait « Ok, ça je veux voir, ça je veux voir, ça je veux voir ». Et à la fin, tout ça dans une musique et une ambiance avec un beau titre, j'ai fait « Ok, on y va ». Et en fait, j'ai adoré voir Les Diables, mais je me suis pris une bien plus énorme claque avec Les Garçons Sauvages, qui, moi, m'a réconcilié avec le cinéma français, hein, clairement. Et c'est arrivé sur l'île, alors ? Non, j'adorais déjà dès le départ. C'est juste que quand vous m'avez parlé d'une scène qui pourrait être exprimée avec l'essence, c'est vraiment à cette jungle. Alors pareil, ça pour le coup, je veux pas le spoiler parce que pour moi c'est quelque chose de très constitutif dans le film. Mais il y a un rapport avec la sexualité, avec le genre, avec voilà, qui est très important et qui moi je savais rien sur le film, donc j'ai été pleinement surpris par ça. Donc je trouve que c'est cool de pouvoir être surpris par ça aussi. Mais en gros, voilà, c'est des jeunes garçons qui arrivent sur une île. Et une île un peu mystérieuse, il y a un côté Jules Verne, donc voilà, il y a toute cette aventure, ils ont traversé l'océan, ils ont été capturés, enfin voilà, c'est un peu fou, et ils arrivent sur cette île qui est une île à la Jules Verne, mais avec chaque... vous allez dire que je parle que de sexe, alors vraiment pas du tout, c'est pas un thème qui m'obsède, mais voilà, tout est assez... c'est pas pornographique, mais genre les plantes, on dirait des chibres qui suintent, il y a des vaches, des fleurs vagins, t'as l'impression que toute la faune est en train de copuler plus ou moins, ou qu'ils attendent de copuler avec les acteurs, et c'est ce qui va plus ou moins se passer, enfin voilà, du coup, c'est une scène qui arrive, et puis elle est très moite, le son est humide aussi, je sais pas, la scène est tellement bien faite que ouais... Et pourtant tout est en noir et blanc, sépia. Ouais, alors je crois qu'il y a des passages en couleur. Il y a des passages en couleur et que dans la jungle il y en a quelques-uns, mais effectivement je sais plus si c'était en noir et blanc ou en couleur à ce moment-là, mais du coup c'était vraiment une scène, un film génial qui fait un peu de fantastique et en même temps qui est un film, qui est un drame, enfin c'est très intéressant comme film et... Voilà, outre cette scène, c'est vraiment un film qui m'a redonné la foi dans le fait qu'en France, on était capable de faire notre fantastique, en gros, quoi. Pas forcément... j'ai rien contre le fantastique américain, et j'aimerais bien que les Français, parfois, aient moins de complexes et fassent aussi des trucs aussi fous que les Américains, entre guillemets, pour ne citer que. Mais là, je me suis dit, ok, j'ai jamais vu ça ailleurs, je trouve ça parfaitement cohérent, c'est beau, c'est fort, c'est bizarre, c'est malaisant.
La musique est ouf, la lumière est ouf, les acteurs sont ouf et les actrices sont ouf. Enfin, vraiment, c'est un film, une énorme claque. Allez voir Les Garçons Sauvages. Et bah merci pour cette carte blanche. De rien. Cette double carte blanche. Trop bien. Et là, on va passer à une autre partie de l'émission, justement, qui est plus liée à la transmission, en fait, à la façon que tu as de transmettre les films, ce que tu souhaites montrer ou pas, d'ailleurs. Et la première question qu'on t'a choisie, c'est les films ou le film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais. Et là, c'est intéressant parce que par rapport à Society, juste avant, tu parlais de tabou aussi, peut-être. Je sais pas si. Ouais, alors. Vas-y. En l'occurrence, les deux films entre lesquels j'avais hésité, c'était d'un côté Martyr de Pascal Logier, aussi pour pouvoir dire que c'était un des rares films d'horreur français où je me suis dit, ok, c'est français et ça fait hyper mal. Donc, parce que moi, je reproche un peu aux films français que ils sont très bien, mais. Bon, je sais pas, là, en plus, il était mal au moment où il a fait ce film. Il avait fait Saint-Ange avant qu'il avait foiré. Et je crois qu'il a eu une traversée du désert de 4 ans où personne faisait appel à lui. Donc, en gros, il avait foiré sa seule chance. En gros, quand t'es réal en France de fantastique, si tu fais pas une belle entrée, c'est compliqué. Et là, donc, c'est un film où lui-même était très mal pendant ce film-là. Et il arrive à te transmettre ce mal-être. Si j'ai du mal à le recommander, c'est que notamment dans Martyr, il y a quelques scènes à la fin de violence envers des femmes, quoi, qui sont graphiques, quoi, genre vraiment visuelles. Alors, même si ça sert le propos, entre guillemets, et qu'il y a. C'est pas le seul truc du film, mais c'est vraiment des scènes, moi j'ai eu du mal à regarder, quoi. J'ai détourné le regard en disant ça, je peux pas. Mais en même temps, pour t'emmener, c'est horrible, mais pour t'emmener à sa chute finale et à ce qu'il essaie de te dire, quelque part, je comprends qu'il ait fait ce choix-là. Moi, je l'aurais pas fait. Enfin, tu vois, ça fait partie des films où j'aurais du mal à dire à quelqu'un, va le voir, c'est trop cool. Non, c'est pas trop cool du tout. Pour autant, il m'a mis une énorme claque, tu vois, avec aussi des parties où je dis, putain, ça je suis pas d'accord avec ça, mais pour autant. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas aussi pensé ça. Et puis moi, c'est du cinéma, le cinéma doit pouvoir aborder des choses. C'est juste que là, il y avait un côté un peu frontal qui était difficile. Mais pour autant, le film, j'ai trouvé en termes de scénar, en termes d'ambition, en termes de terreur, en fait, et de concept, il est fou, quoi. Il est vraiment hyper dérangeant. Et je me suis dit, waouh, en France, on peut faire ça, quoi. Et du coup, le deuxième, c'est Angst, qui s'appelle aussi Schizophrénia, de Gerald Kargel. Et donc, c'est le film préféré de Gaspard Noé. Et c'est un film inspiré d'un fait divers, donc il est très dur aussi. C'est sur un type qui, un jour, pète un plomb, va buter une grand-mère en sonnant à sa porte avec un pistolet, quoi. Il la tue comme ça, il fait 10 ans de tôle. Et en sortant, le premier truc qu'il a envie de faire, c'est de retuer quelqu'un, quoi. Et c'est genre filmé en Allemagne, c'est hyper austère, c'est pas du tout. En Autriche, je crois. Ah, c'est filmé en Autriche. Alors, je crois que Kargel est allemand quand même, mais. C'est possible. Mais en tout cas, oui, le serial killer en question était autrichien. Et alors, il y a, je vais plus avoir son nom, mais il y a un chef-op qui a bossé là-dessus qui s'appelle Zbigniew Zamakowski, je crois, un truc comme ça, qui lui est un espèce de dingue, en fait. Sur ce film, outre ce fait divers qui est très badant, etc., il y a des plans de caméra, en fait, tu comprends pas comment ils ont fait, parce que lui, il avait fabriqué des trucs avec des perches. Ils ont utilisé des lumas, des grues comme ça. Ah ouais, ils ont fait des trucs complètement fous, donc allez voir ce film, ne serait-ce que pour ça, et puis la façon dont il fait, il y a des steadicams qui sont perchés à 3 mètres de hauteur et qui descendent vers le gars. Enfin, l'acteur, en plus, s'appelle Erwin Leder, il a pas joué dans grand-chose d'autre, il a joué dans Underworld, mais il a une tête incroyable. Il est incroyable, il est hyper malsain, et c'est un peu un home invasion, on appelle ça, donc c'est... Son but va être de rentrer dans une maison où il y a des gens, etc. Mais c'est terrifiant, glaçant et en même temps cinématographiquement hyper fou, quoi. Si vous aimez les thrillers et les films, c'est vraiment un film dur mais hyper intéressant. Et pour quelle raison, du coup, t'es pas sûr de le recommander effectivement non plus parce que... Parce que j'ai pas, tu vois, j'ai beau être passionné que par des univers sombres, ténébreux et un peu violents, etc. J'ai pas d'amour pour la violence. Et j'ai pas forcément, et tout le monde n'est pas comme moi, tu vois, moi c'est à force de m'intéresser à ça, du coup je suis devenu un peu imperméable, dans le sens où j'arrive à dire bon ça c'est de l'art, j'ai pas de problème, alors que ma femme par exemple elle arrive pas à regarder un film d'horreur même avec la meilleure volonté du monde, ça la fait trop bader, quoi, ça agit trop sur elle. Moi j'arrive quand même à mettre la petite distance qui fait que, allez, même si je vais un peu flipper, c'est qu'un film, tu vois, j'y repense pas une fois que le film est fini, ou alors j'y pense pour écrire un texte, mais j'ai pas, alors que elle, si le film s'arrête, elle va y repenser pendant 2 jours, dès qu'elle descend à la cave, elle aura peur, enfin... Donc je respecte complètement et j'ai pas forcément envie de dire aux gens ouais t'aimes pas les films d'horreur, t'es nul, du tout, quoi. C'est juste moi j'ai trouvé ça génial, mais il y a des gens qui pourraient le voir et dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est horrible, pourquoi tu vas montrer ça. Donc c'est en ça que j'ai pas envie. Moi elle doit pas être contrainte, la cinéphilie, elle doit être invitante, et parfois tu peux avoir envie d'aller dans des endroits un peu sombres, mais c'est pour ça que je les conseillerais pas en disant va voir ça, c'est génial. Non, c'est, si t'es prêt, va voir ça, quoi. Enfin j'en ai vu des extraits, j'ai lu dessus, mais j'ai l'impression que c'est un film que
que t'éprouves, quoi. Tu luttes quasiment contre le film parce qu'il est très immersif, il me semble. Et même le réel a beaucoup galéré, si tu veux, parce qu'il a pu faire, c'était son premier film, et ça a été tellement un échec que du coup il a passé sa vie à faire des pubs institutionnelles pour rembourser les emprunts qu'il avait fait dessus. Donc c'est vraiment voilà. Donc le film est aussi une histoire un peu mais il est fou, quoi. Et en plus il commence par un truc qui est très original. Il commence par la vie de, enfin il y a deux versions. Moi j'étais tombé sur une version longue, et en fait il y a Erwin Leder, donc qui joue l'acteur. Il raconte sa vie au début, sa vie de criminel entre guillemets, depuis son enfance jusqu'à comment est-ce qu'il a il est parti en sucette en gros. Et en gros Erwin Leder a donné des vraies photos de son enfance pour cette intro qui est faite en images, un peu comme dans Mon oncle d'Amérique, là tu vois, avec du roman photo un peu, quoi. Et du coup il les faisait déjà flipper gamin, tu vois, Erwin Leder. Donc ils ont pris les photos les plus creepy de son album photo, sauf que bon, tu vois, c'était un gamin comme tout le monde. Et je trouve que ça a rajouté un côté wow, mais alors l'acteur, enfin tu vois, de voir son enfance, de docu-fiction, c'est hyper simple, mais ça te met la pression dès le début, quoi. Du coup tu fais ok, d'accord, il rigole pas, quoi. Mais ça, j'adore ce genre de... Ouais, quand tu apprends ce qui s'est passé, un film, faut le regarder comme ça, mais dès que tu l'aimes, tu t'intéresses un peu au film, et des fois, t'apprends des choses qui le rendent encore plus mythique. Le fait que ce soit son seul film et qu'il ait galéré, bah, ça rajoute un truc au film. Ça devrait pas, mais quelque part, tu dis, bon, bah, c'est un truc voilà, qui aurait pu ne pas exister, ou pour lequel le gars s'est un peu sacrifié. Donc, du coup, t'as pas le même rapport au film, quelque part, une fois que tu sais dans quel contexte il a été fait, etc. Quel a été le film qui a été le plus difficile pour toi à partager, notamment sur ta chaîne? Tu nous as répondu donc La montagne sacrée de Jodorowsky, parce que justement tu le montrerais autrement aujourd'hui. Ouais, alors déjà dans une pure question de forme, c'est que c'était mon premier Stendhal syndrome, et je m'étais dit, j'avais fait les Mythologics qui étaient basés sur une saga particulière où on parlait que de ça, et là je voulais ouvrir sur d'autres thématiques, quoi, pouvoir parler d'un film, et j'ai parlé de tableaux d'ailleurs dans les autres, ou des choses comme ça. Et du coup je pense que je suis resté un peu à côté, à juste dire c'est génial, il y a plein de tableaux et tout, mais peut-être que je serais rentré dans une analyse plus deep du film, à essayer peut-être de montrer autre chose. Je sais pas, je cherchais mon format en fait, et du coup j'ai parlé de toutes les BD qu'a fait Jodorowsky, un peu sa biographie, enfin, ça manque un peu d'originalité, de construction, et j'ai juste passé 10 minutes à dire le film est génial, il y a des ça, il y a des trucs, machin, mais c'est ni de l'analyse, pardon, ni... Et puis c'est très compliqué comme film, soit tu le montres et tu dis aux gens regardez comme c'est fou, c'est un film qui se découvre en fait, qui se regarde, et où tu fais qu'est-ce que c'est, mais si j'en avais parlé une demi-heure ça aurait été pas très intéressant. Donc c'est un peu une leçon. Si je devais parler de film, je pense que je parlais de film qui aurait vraiment un intérêt à être analysé en fait. Et là, alors que c'est un de mes films préférés et un des films les plus importants, finalement, je dirais rien d'autre qu'aller le voir, quoi, en fait. En faisant envie, on montre quelques extraits et tout, mais voilà, ça passe tellement à côté de l'expérience que c'est. Et en même temps, aujourd'hui, je ne saurais pas forcément comment en parler mieux, quoi. Mais voilà, donc c'est un peu un regret d'avoir commencé par celui-là, même si les gens ont été très gentils et tout. Mais bon, je trouve il a moins de cohérence que les autres épisodes où vraiment je suis parti dans des thématiques avec un peu une démarche. J'ai très vite, c'était un brouillon en fait, mais du coup il était nécessaire en ça. Mais c'est forcément un peu frustrant parce que bon bah c'est pas ma meilleure vidéo, quoi. Mais bon, elle est cool. Je suis content qu'elle existe quand même. Et voilà, il y a des gens qui ont été le voir grâce à ça, donc c'est très bien. Ouais. Et comment si tu devais le refaire un peu l'épisode là, ouais. Enfin, même si tu sais, tu m'as dit que tu savais je pas. serais parti dans beaucoup plus je serais resté peut-être sur le film, beaucoup plus. J'aurais essayé de partir dans montrer des symboliques, faire des liens avec d'autres œuvres, montrer où est-ce qu'il allait chercher tout ça, ou parler plus de scènes de tournage, ou je sais pas, faire un truc un peu plus peut-être dans le film, quoi, disséquer le film et faire regarder, on voit des trucs comme ça et tout. Là je suis resté très en dehors du film, et ce que je fais maintenant c'est plus rentrer profondément dans les choses. Et donc, il y a une scène particulièrement où tu penses là, et tu dirais qu'est-ce que je pourrais en retirer Le problème de La montagne sacrée, c'est que t'as ça à chaque plan. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, premier plan, je crois que c'est un espèce de Jésus clodo recouvert de mouches, tu vois. Puis le plan d'après, t'as un nain avec un casque allemand qui a pas de bras, qui casse une statue. Puis après, t'as des crapauds déguisés en conquistadors, couverts de sang. Enfin, tu vois, genre, chaque plan, c'est... Par contre, il y a plein de plans dans le film où j'aurais aimé peut-être parler de la symbolique. Il parle beaucoup du tarot, il parle beaucoup il crée des dieux aussi. Il y a le dieu de la guerre, il y a plein de trucs hyper intéressants où j'en aurais peut-être plus parlé. Je me serais plus lâché pour dire pourquoi je trouvais telle idée géniale, à quoi ça faisait référence, en quoi c'était fort de parler de ça à cette époque. Ou enfin, peut-être, je serais rentré plus dans le film, en fait. Le meilleur conseil que je donnerais, en fait, pour La montagne sacrée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté en se disant « Ouah, c'est beau être symbolique, je comprends rien ». Donc si je comprends rien, c'est que je suis bête et que du coup je passe à côté du film. Et je pense que c'est la pire façon de voir le film. Il faut absolument s'attendre à rien, se laisser complètement aller et pas chercher à comprendre tout et n'importe quoi, juste prendre les choses que tu captes, de dire ah tiens ça me parle, je le prends, ça me parle. Tu regardes les tableaux, il y a des trucs que tu vas pas comprendre. Moi je connais rien au tarot, donc c'est bourré de références au tarot. Ça m'a pas empêché de kiffer le film, quoi. Je me suis juste dit tiens il essaie de mettre de la mystique, ça va parler un peu d'alchimie, enfin voilà.
C'est juste que la pire erreur, c'est dans ce genre de film, et c'est pareil pour Lynch, je pense, c'est d'essayer de dire faut que je capte chaque plan. Je pense que Lynch comme Jodo se laisse une part de... Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je sens que c'est bien ce que je sens que c'est ce que je veux faire. Pour autant, ils sont... Si tu les en as ouvert pour qu'on ait envie. Mais je pense qu'ils veulent laisser une part d'interprétation. Bah ouais, en fait, si tu balises tout et que tout a un sens, etc., bah alors tu comprendras pas tout, tu te feras ton idée, mais je trouve ça encore plus beau de dire, bah là, le réel, à ce moment-là, il a eu cette pulsion de dire, allez, on fait ça, et les gens disent, ok, on le fait, puis voilà, et c'était pas écrit, ça marche, et il sait même pas forcément tout ce qu'il a mis là-dedans. Mais nous, on est là. Ce qui est stimulant, c'est la façon dont chacun peut se l'approprier ensuite, et ça crée quelque chose. D'où les exégèses. C'est ça, d'où l'ouverture dont je te parlais tout à l'heure, parce que je pense que si t'es dans une posture de dire je suis pas très cinéphile, faut que je comprenne, bah en fait, tu passes à côté du film et puis tu te sens bête en plus, alors que c'est pas du tout, je pense, l'intention de Jodo, c'est de dire je vais vous envoyer plein de trucs, vous allez rien comprendre, mais prenez quand même ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois que tu le vois, tu penses tu découvres des nouvelles choses. Puis la fin, elle est complètement... c'est une fin à la Scooby-Doo. Enfin bon, c'est vraiment génial. Bon, bah, l'ultime et dernière question. Notre question préférée. Le film Refuge. Et donc toi, tu souhaites parler du deuxième Hellraiser. Exactement. Qui est sorti en 88 et qui est réalisé par Tony Randall. Pourquoi Hellraiser 2 ? Pourquoi le 2 ? Le 1 est très bien, adapté du bouquin et tout, mais on voit très peu les Cénobites, et c'est surtout un peu une rélecture de Faust avec une humaine et qui essaie de faire revenir un damné de l'enfer, entre guillemets. Donc c'est plutôt... c'est un écorché, donc du coup elle essaie de faire revenir quelqu'un qui est parti en enfer, et les Cénobites viennent à la fin pour dire wow, voilà, mais les Cénobites sont plutôt comme des espèces de juges, et on les voit juste à la fin. Peut-être explique juste très rapidement pour ceux qui connaissent pas les Cénobites, en 2 mots. En 2 mots, la mythologie d'Hellraiser, c'est qu'il existe des boîtes très ouvragées, un peu des boîtes antiques bizarres, et si on les actionne, ça peut faire venir des démons qui viennent d'une sorte d'enfer. Alors c'est pas l'enfer des flammes qu'on connaît, mais d'une autre dimension. Et ils s'appellent les Cénobites, qui est un terme religieux aussi, c'est un nom de curé. Et eux, ils viennent en gros... faire un jugement sur est-ce que tu deviens nos serviteurs ou est-ce qu'on t'emmène en enfer et on va te faire la misère, en gros. C'est un peu le délire. Et dans le 1, donc voilà, il y a un peu cette mythologie qui arrive un peu, mais ça reste un huis clos avec une histoire d'amour un peu bizarre et tout. Dans le 2, c'est vraiment un peu l'épisode mythologique. T'as souvent ça au cinéma. Le premier, on lance une histoire et tout, puis dans le 2, allez, on va aller explorer un peu plus l'univers. Où ils habitent où, les Cénobites, la boîte, elle a été faite par qui. Enfin voilà, dans le 2, en fait, on commence à répondre à ces questions-là. Et on voit beaucoup plus les Cénobites, on voit comment est fabriqué un Cénobite, et surtout on découvre leur dimension qui s'appelle le Léviathan, enfin c'est le labyrinthe du Léviathan. C'est une espèce de labyrinthe un peu à la Escher et à les prisons de Piranèse. Et c'est, comment dire, dans ce film, si tu veux, il est pas génial, hein, c'est un film de série B, tout ce qu'on veut et tout, mais pour moi il y a des marqueurs d'un certain imaginaire qui est, moi, un imaginaire sombre, en même temps hyper fascinant. Et Barker, je trouve c'est un des auteurs qui est le plus capable de jouer sur cette corde entre la magie et l'horreur, quoi. Quelque chose d'un peu mystique, où clairement les Cénobites, ils sont géniaux, quoi. Je les adore. Enfin, je regarde des films pour eux. Enfin, c'est même le genre de film qui m'a fait réaliser. Moi, je regarde des films d'horreur pour les méchants, pas pour les gentils, quoi. Il y a rien de plus ennuyeux qu'un gentil. Par contre, un méchant a toujours un relief de dingue. On comprend comment est-ce qu'il en est arrivé là, etc. Et les Cénobites, ils sont hyper sexualisés, c'est-à-dire qu'ils sont habillés en SM. En gros, hein, ils ont des blessures partout et leurs fringues sont pensées pour les blessures. Et ils adorent la souffrance. En gros, c'est leur kink. En gros, c'est une religion basée sur la souffrance. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Sauf que là, ils y vont à fond, quoi, en mode SM. Et ils sont calmes, ils sont souriants, ils sont... souriants. Ils ont toujours un petit sourire en coin. C'est pas du tout le méchant qui est je vais te buter. C'est la froideur incarnée. Ils sont hyper sexualisés tout en étant un peu un look de curé. Donc en gros, c'est très malaisant à tout point de vue. Et moi, du coup, ça me parle vachement. Et pourquoi c'est ton film Refuge ? Parce qu'un film Refuge... Parce qu'en fait, voilà, c'est aussi ça, c'est que moi, je veux créer. Et même parfois dans mes vidéos qui sont juste de l'analyse, donc en soi, c'est pas vraiment de la création. Mon rêve, c'est si j'ai fait des vidéos YouTube, c'est parce que j'ai pas réussi à marcher en créant des choses. Donc moi, mon rêve, c'est d'inventer des univers, d'inventer des histoires, d'inventer des... Et du coup, pour moi... de la même façon que l'histoire sans fin, c'est un truc gamin qui m'a envoyé dans du rêve, dans ma façon plus adulte de chercher, parce que je cherche à écrire aussi des histoires plus horrifiques, des trucs un peu dérangeants, un peu étranges. Et Hellraiser, ça a vraiment été, si tu veux, le groom de l'hôtel des horreurs qui m'a dit viens voir, il existe une horreur comme ça qui est à la fois surprenante, enrichissante, magnifique, hyper dérangeante. Et écrite par des vrais amoureux du truc, tu vois. Où, je sais pas, les Cénobites, pour moi, c'est vraiment, ils ont ouvert une nouvelle porte dans les méchants. C'est les méchants qui te fascinent, quoi. Non plus, ils font plus juste peur, ils te fascinent, quoi. Et ça, c'est
c'est un peu le cas pour Freddy ou d'autres gens comme ça, mais Freddy reste encore le croque-mitaine et tout. Hellraiser, limite, ils s'en foutent, tu vois, la destinée humaine les importe assez peu, enfin, ils sont glaçants et géniaux, quoi. Et puis, du coup, je rêve d'en voir des nouveaux. Au cours des films, il y en a eu une dizaine de Cénobites qui ont été faits. Tapez Cénobite Hellraiser dans Google, si vous n'êtes pas au travail. C'est très très beau. Et c'est vraiment très dérangeant comme design, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez invu. Et moi, clairement, en voyant Hellraiser 2, je me suis dit, ok, c'est ce genre d'imaginaire que... Ça m'a montré une entrée du labyrinthe, c'est ce labyrinthe que je veux emprunter. Et dans ce labyrinthe-là, il y a du Bosch, du Goya, il n'y a pas que Clive Barker, quoi. Mais clairement, il a dedans des choses où j'aimerais dire... C'est plutôt, si on me demandait quel était mon type d'horreur préféré, c'est ça. C'est de l'horreur mythologique, avec des monstres hyper forts, des personnages tous un peu troubles, qui sont dans des trucs moraux un peu dérangeants. Enfin, je trouve que Hellraiser 2, c'est... Donc vous voyez, le 1 et le 2, en même temps, il faut le voir comme un seul film. Et je trouve que ça marche très bien comme ça. Et alors, avant de finir, si justement tu devais dire en quelques mots, comment t'accueillerais les gens dans ce refuge un peu paradoxal, en très très bonne mots? Je le dis, c'est un petit peu ma petite phrase en ce moment, c'est donnez-moi la main, nous allons en enfer, tu vois, j'aime bien. Mais dans le côté visite, guide touristique, cool, quoi, l'enfer c'est hyper intéressant. et si vous me donnez la main, moi j'ai déjà été, je sais où marcher, etc. Il y a un peu ce côté... de la bienveillance, parce que j'essaie vraiment de mettre ça dans mes vidéos, à la fois parler aux gens qui sont très spécialistes, je veux parler à la personne qui a vu les 11 Hellraiser et qui connaît par cœur, mais aussi potentiellement à quelqu'un qui ne connaisse pas du tout, qui n'est pas spécialement fan d'horreur. En fait, j'essaie de tenir les mains de ces deux personnes-là ensemble, et surtout de le faire d'une façon bienveillante, avec en plus la musique qui t'emmène dans un univers c'est pas de l'agression, je suis pas là à faire des jumpscares toutes les 2 minutes, j'essaie vraiment de dire ouais c'est horrible mais c'est cool, si on le regarde avec l'œil de l'art, c'est autre chose. C'est une très bonne conclusion. Donc, alors merci Quentin pour ton enthousiasme et la précision de tes réponses. Merci de votre invitation, surtout c'est trop chouette de parler de ciné. Alors on souhaite aussi remercier Gabriel Régnier pour ses créations musicales au service de ce podcast et Anna Mandico pour les créations graphiques.